20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Bara Gaye, le jeune pêcheur blessé il y a 2 mois lors d'affrontements entre pêcheurs de Guet Ndar et garde-côte mauritaniens, a finalement rendu l'âme ce mardi. Il sera inhumé au cimetière de Guet Ndar. Bouffée d'oxygène pour les enfants vivant avec un handicap, bientôt la construction d'écoles répondant aux normes et permettant une éducation inclusive. Dans ce journal, le témoignage d'une mère qui nous raconte le chemin parcouru avec sa fille atteinte de handicap. Dans 5 jours, Macky Sall aura fait 5 ans à la magistrature suprême, prétexte saisi par la rédaction pour se pencher sur la politique d'emploi déroulée depuis son accession à la tête de l'État. Décryptage avec l'économiste Babacar Diouf qui affirme que le secteur tarde toujours à décoller. La Fédération sénégalaise de basket se réorganise après la défaite de Bamako. L'équipe a été renforcée avec l'arrivée de cet renfort et la désignation de Dame Diouf en tant que coach principal. Enfin, l'invité du 20h, comme d'habitude à la fin de cette édition. Et avec Antoine Diouf, voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec ce jeune pêcheur de Saint-Louis du nom de Bara Gaye, dans le coma depuis près de 2 mois après avoir reçu une balle au niveau du cou suite aux affrontements entre pêcheurs de Guet Ndar et garde-côte mauritaniens. Eh bien, il est finalement décédé ce mardi à l'hôpital régional de Saint-Louis. Bara Gaye a succombé suite à ses blessures au niveau des services de réanimation de l'hôpital de Saint-Louis. Il sera donc inhumé au cimetière de Guet Ndar. Pour rappel, les faits ont eu lieu le 27 janvier dernier entre les 2 frontières. Une information de nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Abib Seck. Tivaouane a accueilli la délégation de l'Église catholique ce mardi. Monseigneur Benjamin Ndiaye a présenté ses condoléances, les condoléances de l'Église au Khalife général des Tidjanes suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. L'archevêque de Dakar a magnifié les bonnes relations qui existent entre musulmans et chrétiens. Les détails, c'est avec Charanta Diop. Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, entouré des membres de sa forte délégation composée de dignitaires de l'Église, a magnifié les bonnes relations qui ont toujours existé entre musulmans et chrétiens au Sénégal. Notre sympathie en cette circonstance douloureuse. Vous assurez aussi de notre prière pour l'illustre défunt et vous dire combien nous avons de l'estime et du respect pour vous. Et nous demandons au Seigneur qu'il bénisse aussi le ministère qu'il vous a confié à la tête de la Tidjania pour que vous soyez, comme vous l'êtes déjà, un acteur qui contribue à la paix sociale et à l'entente de tous les Sénégalais. C'est ce message que je voudrais porter au nom de tous mes frères évêques et vous redire encore notre vénérable estime pour vous. Le porte-parole, vicaire général du diocèse de Thiès, Serigne Cheikh Tidiane Sy nous laisse un beau testament spirituel. En venant à Tivaouane, comme nous l'avons fait à Touba, nous venons aussi raffermir les liens fraternels qui unissent les communautés chrétiennes et musulmanes du Sénégal. Nous offrons au monde entier le bel exemple d'un dialogue islamo-chrétien bâti sur la fraternité et le respect de l'autre dans sa différence. Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, le khalife général des Tidjanes, après avoir remercié la délégation de l'Église catholique, a aussi témoigné ce bel exemple de dialogue islamo-chrétien. Man la famille bi yabalon. J'ai été envoyé par la famille Sy à Rome pour participer à la rencontre entre chefs religieux sur le dialogue islamo-chrétien. Durant 3 jours, on a beaucoup échangé, ce qui atteste que la concertation doit toujours être privilégiée. Monseigneur Benjamin Ndiaye a demandé à l'assistance de prier pour que Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine réussisse sa mission à la tête de la Tariqa Tidjania au Sénégal.
Et nous restons avec l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui s'est également prononcé sur les tensions au niveau de l'espace politique. Il appelle les politiques à se comporter en républicains pour l'intérêt des populations. Nous l'écoutons toujours au micro de Charanta Diop et Saïla Tira. Je rappelais que le 11 mars dernier, j'étais en visite pastorale à Fatick et j'ai été interviewé pour rappeler que j'ai peur que les développements actuels traduisent un recul démocratique pour notre pays. Et que le plus important, c'est d'éviter des règlements de compte, d'où affaire Jaay Doole. C'est vraiment qu'on respecte les lois démocratiques et qu'on puisse aller aux élections à la loyale pour laisser le peuple qui est souverain décider de savoir qui il veut investir. Si nous respectons cette volonté démocratique, je crois qu'on se donne les moyens de vivre en paix. Retour à présent sur la situation de la centaine de Sénégalais rapatriés des États-Unis, une situation qui ne laisse pas indifférent le gouvernement sénégalais. C'est la déclaration du porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, qui souligne que toutes les dispositions vont être prises pour accompagner ces citoyens en désarroi. Seydou Gueye, je le rappelle, l'invité du 20h de ce lundi. Je vous propose à nouveau de l'écouter. Une première, effectivement, depuis les États-Unis, puisque la tradition aux États-Unis n'est pas le rapatriement. Oui. Mais pour l'instant, je comprends ce que vous dites. Vous n'avez pas vu le gouvernement à l'accueil. Je pense que le gouvernement ne peut pas, sur cette question-là, être présent à l'accueil, puisque, hélas, nous avons régulièrement des compatriotes qui sont rapatriés. Mais heureusement, chaque fois qu'il s'agit d'un rapatriement, les missions du Sénégal à l'étranger, les ambassades, les consulats assistent nos compatriotes et organisent les meilleures conditions pour le retour chez eux. Je pense qu'il y a des politiques qui sont possibles à leur profit ou dans le cadre du fonds d'appui aux initiatives des Sénégal à l'extérieur, il y a quelque chose à dire. Mais je pense que la relation entre un citoyen et son État n'est pas nécessairement une relation financière. Je pense que ce sont des questions que le ministre des Affaires étrangères pourrait étudier et soumettre à la décision et à l'arbitrage du président de la République, puisque un gouvernement responsable est un gouvernement qui essaie de se donner les moyens de son action et de ses engagements. Et je vous l'annonçais en titre, une révolution certainement pour les enfants atteints de handicap, mais aussi leurs parents. L'État du Sénégal est en train de mettre en place des outils et ressources nécessaires pour une éducation inclusive. C'est le directeur des examens et concours qui en a fait l'annonce. Amadou Mokhtar Ndiaye soutient que des écoles qui répondent aux normes internationales vont bientôt émerger. Je vous propose de l'écouter au micro de Fatima Taba. Vous savez que le gouvernement du Sénégal construit 200 écoles complètes, mais aux normes internationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces écoles-là, ces classes, ces sanitaires sont accessibles. Il est prévu des sanitaires pour les enfants qui ont des handicaps moteurs. Il est prévu également un accompagnement pour les non-voyants. Récemment, à Thiès, on a offert même un bus et plusieurs intrants aux élèves qui sont à l'ENEFJA. Je le disais tantôt également, à Pikine Guédiawaye, il y a un travail important qui est en train d'être fait. Des enseignants sont formés à la méthode Braille. Ils participent à la construction des épreuves, à l'élaboration des épreuves. Mais également, à Fass Boye, il y a des enseignants qui sont bien formés et il y a une expérimentation avec une ONG suisse. Le gouvernement est en train maintenant de fédérer toutes ces synergies et de veiller à ce que ces enfants-là soient pris correctement en charge dans le cadre des évaluations, mais également dans le cadre des apprentissages. Si nous retournons également à la loi d'orientation, on parle d'une école démocratique. Ce concept qui est juridique signifie que tous les enfants doivent être placés au même pied et doivent avoir l'égalité des chances à l'école. L'éducation inclusive, nous en parlons ce soir avec ce portrait, le portrait d'une jeune fille atteinte de handicap, Najiba, elle s'appelle. Elle est née à 4 mois et demi et a prononcé ses premiers mots à 4 ans. Une histoire poignante racontée par sa mère qui, avec son courage et son audace en bandoulière, n'a ménagé aucun effort pour la survie de son enfant. Amignan nous raconte aujourd'hui les péripéties qu'elle a traversées pour trouver une école à sa fille ici à Dakar et pose ainsi le problème de l'éducation pour les enfants atteints de handicap au Sénégal. Fatima Ba l'a rencontré, reportage. C'est avec une très grande fierté qu'elle parle de sa fille handicapée, née à 4 mois et demi, ses premiers mots à 4 ans, ses premiers pas à 7 ans. L'histoire de Najiba est juste poignante. Elle est née à 4 mois et demi.
400 grammes. Et donc, elle était dans les couveuses pendant 9 mois. Et de la naissance jusqu'à l'âge de 12 ans, notre vie, c'était à l'hôpital aux États-Unis chaque mois. Et elle a subi 3 opérations du bassin jusqu'au pied et rien n'a marché. Et c'est comme ça qu'on m'a introduit sur la thérapie qui s'appelle l'hypothérapie, qui est la thérapie des chevaux. Elle a réussi à marcher grâce à la thérapie des chevaux et elle continue de le faire. Et ça fait 3 ans maintenant qu'on le fait. Un combat gagné, un autre engagé, celui de trouver une bonne école à sa fille. En 2013, et on était rentrés ensemble. Pour moi, après 30 ans des États-Unis, je peux rentrer avec ma fille. Et vraiment, pendant 9 mois, j'ai cherché dans toutes les écoles. Et non seulement les écoles sont chères, mais aussi ils n'avaient pas le programme, suffisamment de programmes pour elle, pour qu'elle puisse travailler, aller à l'école dans ces établissements. Et donc, ça nous a pris 9 mois et on est retourné. Et machallah, aujourd'hui, elle a 16 ans. Elle est toute belle, elle est intelligente, elle est très indépendante, elle a une forte caractère. Elle est en classe de seconde et l'année prochaine, Inch'Allah, elle va en première. Au Sénégal, les enfants en situation de handicap ne bénéficient pas tous d'une bonne éducation. Pour cette maman, il leur faut une éducation inclusive. Il y a le centre Talibou Dabo, ils sont en manque de tout. J'ai beaucoup pleuré parce que je suis rentrée là-bas, j'avais le cœur brisé. Ces enfants qui ont besoin de psychomotricité, de sensoring, il n'y a pas de matériel. Quand un enfant est handicapé, si on ne fait pas leur massage, si on ne les amène pas chez l'orthophoniste, chez le neuropédiatre, chez l'ergothérapeute, on ne peut pas se dire qu'ils vont changer, ils vont marcher, ils vont parler. Même si des efforts sont consentis du côté des autorités, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les conditions de vie des enfants handicapés, des efforts aussi du côté des parents. Les enfants, c'est des dons de Dieu. Et dès que tu les acceptes comme des dons de Dieu, Dieu te récompensera. Et moi, Dieu m'a récompensé. Et alhamdulillah, santé Allah. Fatima Ba, merci. Nous restons toujours en santé pour parler cette fois-ci de l'Agence de la couverture maladie universelle qui est à la recherche de garanties nécessaires pour assurer à tous les citoyens le droit fondamental à la santé. Un avant-projet de loi initiant la couverture maladie universelle a fait l'objet d'une rencontre regroupant les acteurs de la santé mais aussi les différents partenaires aujourd'hui à Dakar. La CEMU souhaite la promulgation de la loi initiant la couverture maladie universelle. Compte rendu signé Universel veut renforcer sa position de solution et d'assistance dans le domaine de la santé. Pour ce faire, les partenaires et acteurs de la santé sont conviés pour échanger. Parmi les points, un droit à la CMU. Va permettre une déclinaison et une opérationnalisation du droit à la santé. Parce que le droit à la santé commence par le droit à une couverture, c'est-à-dire à la possibilité d'accéder aux soins de santé sans difficulté financière chaque fois que la personne concernée a besoin d'accéder à ces soins. Autre mesure pour renforcer la CMU, l'institution du paquet minimum garanti. C'est dire que dans le cadre de ce texte, aucun régime, que ce soit un régime d'assurance ou un régime de gratuité, ne peut être constitué par un paquet de services inférieur au paquet édicté dans le cadre. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que dans le cadre de l'assurance maladie, il peut arriver qu'un hôpital applique par rapport à des services donnés des tarifs qui sont complètement différents des tarifs qui sont appliqués par un autre hôpital de même nature et de même niveau. Alors que quand nous sommes dans un même pays, dans un même système, cela ne doit pas être. Pérenniser la CMU à travers des acquis jugés satisfaisants par certains acteurs de la santé, d'où une bonne implication des mutuelles de santé. C'est une approche, l'orientation stratégique très pertinente parce qu'on dit que les mutuelles participent à la formalisation de l'informel. Et si ces mutuelles sont renforcées à travers cette loi qu'on va bientôt proposer à l'Assemblée nationale, si elles sont renforcées, je pense qu'on pourra, dans un délai très court, réaliser l'objectif. Bâtir des consensus très forts et que sur la base de ces consensus, l'Assemblée nationale, nous l'espérons, pourra voter ce texte avant la fin de cette législature. Lancée officiellement en 2013, la CMU veut améliorer ses stratégies et de recommander le renforcement de la sensibilisation des populations pour qu'elles s'approprient au mieux les offres de services de la CMU. Et nous quittons la santé pour le monde de la politique. Plus que 4 jours et Macky Sall aura fait
5 ans à la magistrature suprême, une occasion saisie par la rédaction pour scruter la politique d'emploi du régime depuis 2012, alors un secteur qui peine toujours à prendre son envol aux yeux de certains. C'est le cas de Babacar Diouf, économiste de formation, qui avoue certes que les efforts ont été consentis, mais que beaucoup reste à faire. Iboukan Diafaraba l'ont rencontré, reportage. Il nous avait promis 500 000 emplois, mais les choses vont de mal en pire. Les marchands ambulants n'ont plus d'espace pour vendre. Regardez autour du port autonome de Dakar. Les gens restent assis à longueur de journée à discuter de tout et de rien. Il n'a pas tenu sa promesse. Beaucoup de sociétés sont fermées aujourd'hui. Les jeunes ne sont plus financés. Le constat est presque unanime. L'emploi au Sénégal, un véritable casse-tête pour les populations, jeunes en particulier. Et pourtant, avant son accession à la magistrature suprême, le président Sall avait promis la création de 500 000 emplois pour lutter contre l'oisiveté des jeunes. Aujourd'hui, 5 ans après, le problème semble rester entier. Nous sommes dans un pays où nous n'avons pas forcément les statistiques. Ce n'est pas toujours organisé sur certaines questions comme la question de l'emploi. Combien d'emplois a été créé? Aujourd'hui, je ne saurais le dire. Et je n'ai pas une source fiable pouvant me permettre de dire que nous avons atteint 20%, 10%, 30%. Toujours est-il que, autour de moi, et par rapport à ce qu'il y a, j'ai eu le sentiment que le problème reste entier. Des efforts sont à noter tout de même dans la volonté politique du régime de booster le secteur, avec notamment la création de structures telles que l'ANPEJ, le PAPEJ, entre autres. Toutefois, selon Babacar Diouf, la démarche devrait être corrigée. On a le sentiment qu'il y a un problème entre l'offre et la demande. Parce qu'il y a un État qui, à travers ces structures, propose des financements. Et en face, des personnes qui sont là, qui cherchent à obtenir des financements et qui se plaignent d'un manque de financement. Pourquoi il ne peut pas y avoir de rencontre entre cette demande exprimée par les jeunes, cette offre effectuée par le gouvernement? Pourquoi on n'a pas eu toute l'efficacité? À mon humble avis, quand on cherche des projets bancables, pour moi, c'est des mots à la limite que je n'aurais pas souhaité entendre. Parce que pour un microfinancement, on ne peut pas avoir un projet bancable. Un projet bancable, ça suppose un business plan qui demande un ensemble de choses qui absorberait plus que l'intégralité, rien que dans la formulation du projet. Donc j'aurais souhaité personnellement qu'on revienne à des choses beaucoup plus basiques. Macky Sall aura-t-il réussi sa politique d'emploi en 5 ans de règne? Difficile d'y répondre en termes de statistiques, mais une chose est sûre, le secteur continue de susciter beaucoup d'attentes chez les populations. Et toujours sur le même sujet, direction Tamba et Kédougou cette fois-ci, pour y prendre le pouls, et bien même son de cloche du côté du sud. Durant les 5 premières années de son mandat, le régime du président Macky Sall a su concrétiser certains engagements dans les régions. Toutefois, on note toujours des projets en attente. Moussa Omar Gueye et Amadou Djedjou, reportage. Dans cette vaste zone du Sénégal oriental couvrant les régions de Tambacounda et Kédougou, beaucoup d'eau a coulé entre 2012 et 2017 sous le pont Nyeriko de Ouassadou. Mais selon la plateforme des acteurs non étatiques, plus de 50% des engagements du président Macky Sall ont été réalisés. Au niveau de Tamba, le président a réalisé beaucoup de choses. Donc si vous voyez la route Tambacounda-Dialokoto, ça fait partie, n'est-ce pas, de ces réalisations. Il y a les pistes rurales, il y a les forages, n'est-ce pas encore, hein? Le président aussi encore a facilité, n'est-ce pas, les femmes vraiment dans leur quotidien, dans leur vie quotidienne, hein? en leur allégeant vraiment les travaux. Il y a un programme d'assainissement des eaux usées d'un montant global de 4 milliards. Tamba a bénéficié des kilomètres de goudron qu'on n'a jamais eu à bénéficier. Et au niveau du monde rural aussi, un peu partout, il y a des forages réalisés, il y a des bornes fontaines dans des villages qui se situaient en bourse et qui avaient des problèmes d'eau. Et je crois que maintenant, tous ces problèmes sont réglés.
Sur le plan de la santé, il y a la couverture maladie universelle. À l'instar de ce qui se fait au niveau national, cette couverture maladie universelle aujourd'hui est en vigueur au niveau de Tambacounda. Le centre hémodialyse, parce que vous savez que les hémodialysés rencontraient énormément de difficultés pour se faire prendre en charge. Parallèlement, il y a des attentes des populations qui sont toujours à l'ordre du jour, sans réalisation aucune. On attend aussi l'université de Tambacounda, l'emploi des jeunes vraiment fait défaut à Tamba. Un document qui fait partie aussi des assises régionales, le port sec de Tamba. Et aussi d'autres unités industrielles comme des usines. Tamba, Bakel, on a besoin vraiment de réhabiliter au plus vite ce tronçon-là. Il y a aussi la route Koussanar-Makakouli-Bantan. Les gens en ont besoin. Il faut réaliser cette route-là. La route Koupentoum-Payar. Payar qui est un grand marché hebdomadaire. Dans le cadre du désenclavement, les gens attendent aussi la route Tambacounda-Ourossogui. Le marché sous-régional des femmes, les gens attendent beaucoup pour sa réalisation. Le fort taux de chômage chez les jeunes, l'absence d'un port sec et d'un marché sous-régional pour les femmes, le retard lié à la construction d'une université du Sénégal oriental, mais aussi et surtout la baisse des prix des denrées de grande consommation figurent en peloton de tête sur les aspirations des Tambacoundois et Kédovins. Parlons à présent de développement des petites et moyennes entreprises et de leur modernisation. Bientôt, une loi sera votée à l'Assemblée nationale selon le DG de la DPME. Une loi qui donnera un nouveau visage aux PME qui pourront facilement accéder aux commandes publiques mais aussi au crédit. Je vous propose d'écouter le directeur de la DPME, Sohibou Ndaw, au micro de Fatima Taba et Mohamed Dia. La DPME a pour mission d'encadrer, d'accompagner les PME dans un contexte particulier. C'est le contexte de la loi à venir sur le développement des PME et la modernisation de l'économie. Une loi qui va donner un nouveau visage aux PME sénégalaises, puisque ces PME vont pouvoir être accompagnées, vont pouvoir accéder à la commande publique, vont pouvoir bénéficier d'un statut et donc d'avantages en matière de fiscalité, d'accès au crédit, d'accès aux dispositifs de l'État comme les fonds de garantie, d'accès au marché et donc un ensemble de facilitations pour permettre à la PME sénégalaise de jouer tout son rôle dans la croissance du Sénégal et dans le plan sénégalais émergent. On a déjà 150 entreprises qui sont labellisées et ces entreprises font l'objet d'attention particulière des banques, d'attention particulière des institutions internationales. Et vous avez sans doute dû rectifier, il ne s'agissait pas là de Sohibou Ndaw, mais plutôt du directeur général de la DPME, M. Idrissa Djabira. Le MFDC, prêt à déposer les armes, eh bien Macky Sall doit penser au projet de développement pour la relance des activités économiques en Casamance, et ce, en créant de l'emploi pour les jeunes du Sud. Voilà ce qu'en substance a déclaré Robert Sagna. Ces propos sont recueillis par Bakary Konté et Salah Samba. Je crois qu'il faut effectivement informer le président qu'au-delà des préoccupations de la paix tout court, c'est-à-dire la cessation de la guerre, il y a que les populations sont préoccupées par le problème de développement. D'abord, il faut aider ces villages qui ont souffert et beaucoup souffert de la guerre. Il faut aider à la reconstruction, n'est-ce pas, des maisons, mais aussi il faut aider à la relance des programmes économiques. Et tout à l'heure, le professeur Bala Moussadafé, qui est de la région, rappelait que Goudon, c'était la zone privilégiée en matière d'arboriculture. Notamment la culture de banane était prédominante ici, mais toutes ces activités avaient été abandonnées. Et justement, les populations souhaitaient reprendre cela. Nous, on essaie de les encourager à cela. Vous avez également vu l'enthousiasme des jeunes qui se préoccupaient des emplois à créer.
nous les avons encouragés à reprendre l'agriculture, mais aussi la pêche. Voilà, comme vous venez de l'entendre, les combattants du MFDC ont décidé de déposer les armes, signe du retour de la paix dans la partie sud du pays. Une décision qui ne surprend toutefois pas Saliou Sambou, le membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, pense que la médiation menée dans la discrétion par les autorités a été déterminante dans le processus de paix. Toutefois, il préconise la construction de 3 ponts pour encore plus désenclaver la région du Sud. Il était l'invité du 13h, Saliou Sambou, que nous écoutons au micro de Chérif Dia. Je ne suis pas surpris de ce qui se passe parce que nous, au niveau du GRPC, nous avons continué le groupe de réflexion pour la paix en Casamance avec Robert Sagna. Nous avons continué à travailler avec les MFDC parce que le problème de la Casamance, c'est un malentendu, malheureusement, qui a été très mal géré. Et nous pensons que maintenant, les gens sont revenus sur la bonne voie. Parce qu'en réalité, vous avez vu la gestion précédente avec Abdou Diouf, avec Abdoulaye Wade, mais avec Macky, il y a beaucoup plus de secrets et c'est un peu ça que les Diola demandent. Parce que chaque fois que vous avez engagé comme ça des choses, mais si ça se répand, pour le Diola, c'est une trahison. Parce que les discussions secrètes doivent rester secrètes. Jusqu'au jour où vraiment tout le monde se met d'accord pour faire la publicité. Je ne peux pas dire un lien direct, mais un lien indirect. Parce qu'en réalité, Yamé a été presque le fourvoyeur, un fossoyeur de la recherche de la paix. Bon, il a fait beaucoup de choses aussi dans le cadre, mais aussi selon ses humeurs. Aujourd'hui, il est gris, demain il est blanc, après-demain il est rouge. Parce que le pont aurait dû être fini depuis longtemps. Il s'est engagé à le faire. On a même déplacé le Premier ministre là-bas. Maintenant, je crois que la paix va venir et je pense qu'il y a une opportunité parce que les Anglais disent « opportunity knocks, but it knocks once ». C'est-à-dire l'opportunité frappe à votre porte, mais une seule fois. Maintenant qu'on a l'opportunité, je demanderai au président de la République de faire construire non pas un seul pont, mais 3 ponts. Le pont de Farafenye, un pont à partir de Nganda et un pont à partir de la Gambie. On supprime le bac de Banjul. L'aéroport international Léopold Sédar Senghor fait peau neuve. C'est justement une manière d'assurer la sécurité des passagers face à la menace terroriste qui plane. Selon Pape Maël Diop, la sécurité aéroportière reste une priorité absolue. Le patron des ADS annonce aussi la création d'une zone de dépose minute dans un futur très proche. Reportage Chertiyan Dion. La devanture de l'aéroport Léopold Sédar Senghor a changé de visage. Ici, les anciennes grilles sont enlevées pour laisser la place à ce nouveau décor. L'acte 1 du chantier de l'aéroport a démarré. Nous sommes dans une logique de sécurisation du périmètre aéroportuaire. C'est de rassurer les passagers avec tout ce qu'il y a comme menace. Et tant qu'il y aura des avions à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, nous devons maintenir un niveau assez élevé de sécurité et de sûreté au départ et rassurer aussi à l'arrivée. Donc c'est un concept que nous sommes en train d'exploiter. L'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne est annoncée. Néanmoins, le patron de ADS tient toujours à la sécurité de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. 90% des travaux sont réalisés en régie. Nous avons les équipements nécessaires. Nous avons les maçons, nous avons les ferrailleurs, nous avons les peintres. Il ne faut pas qu'on attende à ce qu'il y ait un événement malheureux pour dire qu'on aurait pu le faire. Donc nous sommes toujours dans une logique de transfert vers Dias. Mais en attendant, il faudrait quand même que cet aéroport puisse offrir le maximum de commodité pour les passagers et les accompagnants. Il y a un changement total, vraiment. Il y a de la sécurité totale. Bon, comparé, si vous regardez, hein, vous allez savoir que vous constatez vous-même que vraiment il y a beaucoup de changements. Les autorités ont pris de nouvelles mesures pour faciliter la mobilité des passagers dans l'enceinte de Léopold Senghor. Les gens se garaient pratiquement à côté de l'aérogare. On ne sait pas qui est dans le véhicule. Ce qui était quand même un risque. Mais Dieu merci, on a pu gérer cette situation. Maintenant, nous avons mis en place une zone de dépose minute, où vous avez 5 minutes pour débarquer le passager et sortir. Au-delà de 5 minutes, ça devient payant. Face à la menace terroriste, de nouvelles mesures sécuritaires ont été initiées.
Allez, hors de Dakar, des conseillers municipaux de la commune de Dialambéré sont remontés contre l'édile de la cité. Ils fustigent sa manière de gérer les affaires de leur localité. Le maire Bouna Koïta, interrogé sur les faits, balaie d'un revers de main toutes ces accusations qu'il qualifie par ailleurs de calomnie. Il y rajoute que ses détracteurs sont libres de rester ou d'aller voir ailleurs. Les détails, c'est avec Abdoulaye Diallo, notre correspondant à Kolda. Des conseillers de la commune de Dialambéré sont très remontés contre l'édile de leur localité. Ils fustigent sa manière de gérer les affaires de leur cité. Parce que cette manière de gérer ne profite pas aux populations. Si je prends la réparation de la voiture de l'ancien PCR pour 1 million, je crois que cet argent, personne ne l'a plus revu. En dehors de ça, il y a 5 millions que nous avions votés pour desservir la commune de Dialambéré en électricité. Malheureusement, à notre grande surprise, lors du vote du compte administratif, n'est-ce pas, de 2015, nous nous sommes rendus compte que les 5 millions avaient été retirés du trésor. À l'insu même du secrétaire municipal, nous avons lu au niveau de ce compte administratif mentionné entretien de centres sociaux pour 6 400 000. Entretien de centres sociaux dans la commune de Dialambéré. Moi, je ne connais pas de centre social entretenu. Une de ses collègues confirme ces déclarations. Ce que M. Seydi a dit, c'est exactement vrai. Parce que nous, ce que le maire fait dans la commune de Dialambéré, vraiment, on est marre. Parce que depuis qu'on l'a élu maire dans la commune de Dialambéré, on n'a pas vu de réalisation qu'il a pu faire dans la commune de Dialambéré. Même une brique, il n'a pas fait dans la commune de Dialambéré. En tant que conseillère, c'est les populations qui nous ont mis là-bas. Et si on ne voit rien, il faut qu'on parle, il faut qu'on dise là où ça doit aller, il faut qu'on parle. Si on a raison, tant mieux. Si on n'a pas raison aussi, il faut qu'on parle. Dialambéré est une commune du département de Kolda située sur la route nationale numéro 6. Le maire Bouna Koïta n'a pas voulu parler dans nos micros. Interrogé sur la sortie de ses camarades, il balaie d'un revers de la main toutes ces déclarations qu'il qualifie de calomnie. Il y rajoute que ses détracteurs sont libres de rester ou d'aller voir ailleurs. Mais la commune de Dialambéré qu'il dirige marche à merveille. L'actualité sportive à présent, après l'humiliation lors du tournoi de Bamako, les dirigeants du basket ont apporté du sang neuf dans le groupe. Ils ont désigné Dame Diouf comme coach principal pour le tournoi de Dakar et annoncent 7 joueurs en renfort pour obtenir le ticket pour l'Afro-Basket 2017. Les Lions du basket ont effectué leur premier galop d'entraînement ce matin. C'était en présence de Pape Farahing. Au nouveau coach, 7 renforts de taille avec un seul mot d'ordre assuré une remontée lors du tournoi de Dakar pour une qualification à l'Afro-Basket 2017. On s'est rendu compte que peut-être aujourd'hui on doit réajuster et que Dame qui est peut-être qui a une certaine réalité, qui connaît bien, donc il devient le coach principal. Il devient le coach principal. Il y a Malé Khan, Alcès et Moïse qui était prévu pour le tournoi de Dakar. Ensuite, nous avons pensé, voir maintenant, puisque l'évaluation aussi nous a montré qu'il y a certains jeunes qu'il faut rappeler, voir. On va plus oublier ce qui s'est passé à Bamako, on va vraiment se concentrer sur ce qui va se passer à Dakar. Parce que voilà, nous, notre objectif, comme on le sait, c'est la qualification. Et qu'il nous reste 3 matchs ici, donc on va tout faire en tout cas pour remporter ces 3 matchs pour obtenir la qualification pour l'Afro-Basket. On est à Dakar, on va essayer on a un nouveau groupe. On va essayer de repartir sur une nouvelle mentalité. Même si le coach adjoint a été limogé, staff et joueurs estiment que les responsabilités sont partagées. On ne peut pas l'imputer directement aux joueurs. Quand il y a une déroute de ce genre-là, il faut dire que l'encadrement technique a une part de responsabilité. Parce qu'il appartient à l'encadrement technique d'amener les joueurs à jouer. Mais on s'est rendu compte que sur le plan potentiel, on n'avait pas ce jeu collectif-là. Les joueurs sont conscients, ceux qui étaient là-bas, ils savent ce qui s'est passé. On va essayer d'oublier ça. Il faut juste se remotiver. Il faut juste de la motivation extra. C'est peut-être nous qui sommes nouveaux, c'est pour ramener un peu de la fraîcheur dans le groupe. Malgré les 2 défaites et la dernière place, toute l'équipe est confiante pour renverser la tendance. Je pense que oui, parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On a tous fait des sacrifices, tout le monde est là. Tout le monde a laissé son club pour pouvoir venir ici. Donc parce qu'on croit tous à la qualification et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il faut prendre match après match.
On va pas faire des miracles, mais si on joue en équipe, on défend comme on doit le faire. Je pense qu'on a les capacités d'y arriver. Désormais, le coach Dame Diouf, à l'absence de l'entraîneur Porfirio, a la lourde tâche de qualifier les Lions à l'Afrobasket. Une chose qui ne sera pas du tout aisée. Et nous sommes tous derrière cette équipe qui, nous l'espérons, va relever le défi lors de la phase retour. Tout est possible, n'est-ce pas? Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, la suite, eh bien, c'est l'invité du 20h. Antoine Diouf reçoit le professeur Omar Cissé. Il est directeur exécutif de l'Institut africain de gestion urbaine. Excellente suite de programme avec l'invité du 20h. Excellente